Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence. Alors cette année, Symfony fête déjà ses 11 ans. Symfony a pas mal évolué, a énormément évolué. Et à travers ce framework, beaucoup d'autres projets ont choisi de le suivre. Des bundles, des librairies. Au niveau des projets, cette évolution est un processus assez complexe, une migration continue. Dans la migration continue, l'étape la plus compliquée, c'est vraiment la gestion des données. Dans cette gestion des données, il faut anticiper toutes les problématiques pour passer les données de la V2 vers la V3. Alors on va pas trop vous présenter du code, un petit peu quand même, on est quand même là pour en manger. On va pas trop vous présenter du code, on est quand même là pour en manger un petit peu, mais on va pas trop vous en présenter. Ce qui est le plus intéressant, c'est de voir l'approche que l'on a eue pour répondre à cette problématique. Je me présente, je m'appelle Vincent Chalamont, je suis lead développeur dans la coopérative. Vous avez un micro qui marche, s'il vous plaît. Ça va pas. Je suis lead développeur dans la coopérative des Tilleuls, basée à Lille. Je suis développeur Symfony depuis déjà 8 ans. Je suis également membre de la core team d'API Platform et j'interviens chez La Fourchette depuis un peu plus d'1 an en tant que consultant pour Sensio. J'espère que je vais avoir un peu plus de chance avec le micro. Vous m'entendez bien? Ok. Je me présente aussi, je suis Guillaume Voisin, lead développeur chez La Fourchette depuis environ 2 ans. Et j'ai aussi une expérience sur Symfony d'à peu près 5 ans. Aujourd'hui, on va vous parler de La Fourchette. Pour situer un peu l'entreprise, aujourd'hui, elle a une grande croissance à l'international. On est présent dans plein de pays, comme en Australie, au Brésil, en Turquie. On a un volume d'environ 450 000 réservations par mois, quelque chose qui augmente à peu près tous les ans. Une équipe technique qui elle-même aussi est répartie sur différents centres, surtout en Europe, que ce soit à Turin, Amsterdam et bien sûr à Paris. Et aujourd'hui, en fait, vous connaissez sans doute déjà cette application La Fourchette qui vous permet de réserver des restaurants. Mais aujourd'hui, on va vous parler de l'application que vous connaissez sans doute beaucoup moins. C'est l'application B2B qui s'appelle The Fork Manager. The Fork Manager connaît aussi une grande croissance. On a à peu près 5 millions de visites uniques par mois. Et elle connaît une croissance aussi à l'international et donc des usages qui évoluent, des usages que ce soit en termes de culture, parce qu'on ouvre de nouveaux pays. Donc c'est des usages différents pour la gestion de restaurants. Des usages aussi différents, et ça c'est plus la modernité en fonction des terminaux avec lesquels on va utiliser l'application par exemple, et un nombre d'utilisateurs qui est aussi de plus en plus important sur cette plateforme. Pour nous, l'application existante, qui a à peu près 5 ans aujourd'hui, c'est un peu notre R2D2. Il marche encore, il est fonctionnel, il n'y a pas de problème, mais il est assez lent, il est assez vieux et assez complexe à utiliser. Qu'est-ce que ça fait? L'application The Fork Manager pour un restaurant, c'est ce qui va lui permettre de gérer toutes ses réservations et tout son restaurant. C'est le b.a.-ba de la vie d'un restaurateur. On a aujourd'hui le cœur de métier qui représente la réservation. C'est là-dessus qu'on va axer la conférence aujourd'hui. On a aussi la gestion de contenu. C'est ce qui va permettre d'avoir une fiche restaurant, laquelle vous allez pouvoir consulter avant de réserver un restaurant. Et d'autres outils stratégiques comme la gestion de campagne marketing ou de la gestion de plans de salle et d'autres outils statistiques qui vont permettre au restaurateur d'avoir une composante complète sur la gestion de son restaurant. Aujourd'hui, certaines de ces fonctionnalités sont devenues obsolètes. Obsolètes techniquement ou ergonomiquement parce que les usages évoluent et donc on a aujourd'hui une interface qui ne correspond plus à ce qu'on a envie et ce que les restaurateurs ont besoin. On doit continuer à innover pour que les restaurateurs aient vraiment l'interface qui correspond le plus à leurs besoins. Et aussi, ça fait à peu près 5 ans qu'on met en place cette application. Donc beaucoup de développeurs ont contribué à la mise en place et ont développé sur The Fork Manager, ce qui malheureusement aussi a entraîné une accumulation de dettes techniques. Qui dit dette technique dit aujourd'hui un temps de développement assez conséquent pour développer des nouvelles fonctionnalités ou même mettre à jour d'autres applications, d'autres fonctionnalités. On a aussi d'autres contraintes techniques, comme par exemple le fait que la version actuelle du logiciel repose sur Symfony 2.0.
On a bien essayé de la mettre à jour, hein, vous imaginez bien qu'on avait envie de la faire évoluer, simplement en estimant le coût que cela représente, le temps de développement pour faire migrer cette version. En fait, ça n'avait pas d'intérêt par rapport à l'équipe qu'on avait et au projet que nous avions. Donc, elle est encore aujourd'hui dans cette version actuelle. Cette même version qui, à l'origine, a été essayée d'être construite autour d'un écosystème complet et complexe, avec différents services. Aujourd'hui, on a même beaucoup de dépendance. Fabien vous en parlait tout à l'heure. Ce projet, nous, aujourd'hui, a beaucoup de dépendances sur différents services. Et c'est du coup une application qui est difficile à appréhender pour, évidemment, les nouveaux arrivants qui vont venir développer sur l'application, mais aussi les plus anciens qui vont avoir du mal à retrouver un peu leur marque sur l'application. Tout ça fait qu'aujourd'hui, le logiciel est fonctionnel, mais très complexe, et on n'a pas la capacité de vraiment la faire évoluer pour continuer à répondre aux besoins qu'ont les restaurateurs. C'est pour ça que l'entreprise a fait le choix stratégique de refondre intégralement l'application. Donc, on ne continue pas à la faire évoluer, on la refond, on passe sur des bases saines, on vous en parlera juste après, et on pourra ainsi mieux répondre aux besoins des restaurateurs et aussi répondre à cette expansion à l'international, que ce soit en termes de volumétrie, de scalabilité et de stabilité. C'est ainsi qu'on va vous présenter la V3. Alors, en comparaison à cette V2, la V3 ressemble un peu plus à BB8. C'est un projet qui est jeune, moderne, évolutif et rapide. Pour ça, on a pris la décision de repartir de zéro. Première grande décision, on enterre la dette technique. On repart de zéro et on recrée un projet complet, une API, en Symfony 3. Pourquoi Symfony, vous allez me dire, vous allez me demander? Eh bien, tout simplement parce que la fourchette a déjà les compétences en interne. C'était donc un choix évident. Alors, sur les fonctionnalités déjà présentées, que l'on souhaite migrer de la V2 vers la V3, on va vraiment se concentrer sur deux fonctionnalités principales. La gestion des réservations et la gestion des contenus. Ça va permettre de focaliser l'équipe sur l'essentiel et de se concentrer vraiment sur la migration des données. La mise en place de cette application V3 a eu une contrainte principale, la qualité. La qualité que l'on retrouve au niveau des tests unitaires et fonctionnels, mais également au niveau de notre modèle de données. On a choisi de suivre la sémantique proposée par schema.org afin d'harmoniser notre modèle de données. Alors, la qualité, c'est bien, on essaie vraiment de s'y accorder au maximum, mais ce n'est pas toujours évident. Et comme tout le monde, on s'est planté. Ça arrive à tout le monde, on a échoué. La difficulté quand on échoue, c'est vraiment de réagir au bon moment, d'identifier quelle est l'erreur et de savoir refactoriser pour le long terme, pour vraiment penser à long terme, comment est-ce qu'on va voir les développements dans peut-être 6 mois, 1 an et demi. Alors pour ceux qui connaissent peut-être les acronymes affichés sur l'écran, je vous parle de long terme, mais c'est complètement contradictoire avec le MVP. MVP signifie Minimum Viable Product, le produit minimum viable. On ne se concentre que sur l'essentiel. Alors pourquoi penser à long terme? On va penser à long terme sur le socle technique de base, mais on va rester avec une approche MVP sur les fonctionnalités. Si une fonctionnalité est nécessaire dans 1 an, on ne va pas encore la développer. On va développer ce dont on a besoin dans les 2-3 prochains mois, uniquement. Pour pouvoir développer cette V3 et pour pouvoir prendre nos décisions, en particulier au niveau technique, nous avons effectué différentes POC, des preuves de concept, qui ont permis à l'équipe technique d'orienter leur choix sur les meilleures solutions techniques à adopter pour ce projet. Alors la plupart de ces solutions techniques, vous les connaissez déjà, BIAT, PHP Unit, Composer, etc. Une fois encore, je vous le rappelle, l'objectif de cette migration était de se concentrer sur la migration des données. La mise en place d'une API REST, ça représente peut-être 20% de notre travail. Donc pour ça, pour nous simplifier le travail, nous avons choisi d'utiliser API Platform. Avec API Platform, on a réussi à mettre en place une API REST de façon très rapide. En quelques semaines, on avait une API complète, testée, rajouter quelques tests BIAT évidemment, et les 80% de temps restants se sont vraiment concentrés sur la migration des données. Alors, cette migration continue s'opère vraiment en 3 temps. Dans un premier temps, il nous faut charger les données de la V2 vers la V3. Un premier processus que l'on appelle les loaders. Dans un second temps, lorsqu'un utilisateur requête vers l'API de la V3, on va devoir mettre à jour la base de données de la V2
à travers un second processus que l'on appelle les transformers. On va devoir maintenir la V2 parce que ce processus de migration va vraiment être long, ça va représenter des mois, peut-être des années. Et les deux applications vont continuer à vivre en parallèle pendant tout le temps de cette migration. Troisième temps, vu que l'application V2 continue de vivre, les restaurateurs vont continuer de l'utiliser. À ce titre, il va falloir synchroniser les deux bases de données à travers un dernier processus qui s'appelle la double écriture. Loaders, transformers et double écriture constituent les trois socles de cette migration continue que nous allons vous présenter. Alors, au niveau de la V3, comme je vous l'ai dit, on a essayé vraiment de respecter une certaine qualité dans notre développement. Cela inclut également une organisation au niveau de nos bundles. Pour ça, on a choisi de partir dans un legacy bundle. On avait toute l'API qui était en place sur la V3, et tout ce qui concerne la migration continue a été isolé dans le legacy bundle. Ce legacy bundle contient tout d'abord un mapping des entités de la V2. À travers ce mapping, on va retrouver toutes les entités représentant la base de données de la V2, mais également un entity manager dédié à cette V2, avec la connexion également qui est liée. À travers ces deux éléments, on va pouvoir taper directement dans la base de données de la V2. Comme je vous l'ai dit, on isole les développements. Pourquoi? Parce que cette migration continue, même si c'est quelque chose qui va être très long, ça reste un processus temporaire. Et à long terme, on va pouvoir désactiver le Legacy Bundle pour ne garder dans la V3 que les fonctionnalités dont on a besoin. On enlève la migration une fois que celle-ci est terminée. Alors, dans ce premier processus, en particulier les loaders, on va devoir récupérer la donnée la plus importante de la V2 vers la V3, c'est-à-dire un restaurant. Quand on tire un restaurant, il n'y a pas que ça qui vient avec. Il y a tout un lot de données qui est énorme, qui est caché derrière le restaurant. Il y a ses clients, il y a ses réservations, il y a toutes ses traductions, ses horaires d'ouverture. Et si je vous parle rien que des réservations, il y a environ 200 000 réservations par restaurant, pour un total de plus de 30 000 restaurants. C'est un lot de données qui est vraiment titanesque, dont on doit prendre en compte. Et ce volume de données représente environ 9 ans de données à importer. 9 ans, c'est un volume très conséquent. On va vous montrer comment on s'y est pris justement pour charger ces données. Donc le premier point dans ce mécanisme en 3 temps, ce sont les loaders. Alors un loader, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une commande Symfony qui va encapsuler un service qui lui-même va exécuter des requêtes SQL pour faire l'insertion des données depuis la V2 vers la V3. Une priorité est définie sur chaque service correspondant à une entité. Donc les entités, nous avons des réservations, des restaurants, des horaires d'ouverture. Et la commande est suffisamment intelligente pour pouvoir charger dans le bon ordre toutes ces entités afin qu'on ait l'intégralité des données chargées de manière cohérente dans la base. Donc pour schématiser, nous avons la base de données de la V2, la V3 et une simple requête SQL qui nous permettra de faire l'insertion entre ces deux bases. Donc, comment ça fonctionne? Comment on s'y est pris? Au début, on a voulu vraiment réfléchir à une méthode, une approche un peu jetable, one-shot, dans la mesure où, en fait, ce processus n'intervient qu'au début du cycle vie de la nouvelle application. Une fois toutes les données chargées, on n'aurait plus besoin de ce composant-là. Donc, l'idée, c'était de ne pas surdévelopper, puisque ce composant allait être jeté. Donc, si je vous dis ça, c'est évidemment que ce n'est pas forcément ce qu'on a fait dès le début. On a fait une commande extrêmement générique, avec un système de mapping complexe entre les entités de la V2 et de la V3, ce qui aboutissait vraiment à un code extrêmement complexe, presque même anarchique sur la fin. Et donc c'est là où est intervenu un des autres points clés de ce mécanisme, la refactorisation. Première refactorisation que nous avons faite sur ce mécanisme, se passait de Doctrine. Nous avions un mapping intelligent basé sur Doctrine qui faisait l'automatisation et l'insertion des données entre les deux bases. Doctrine, c'est très bien pour gérer tout ce qui est relationnel, ça va très bien. Simplement pour faire des plus grandes transformations, des plus grands chargements de données entre ces deux bases, on avait besoin de quelque chose qui soit vraiment très performant et qui aille vers l'essentiel. Donc on s'est séparé de Doctrine pour vraiment se concentrer sur SQL. En ça, nous avons utilisé simplement PDO. Donc on s'est retrouvé avec des loaders très simples qui comportaient une classe avec des méthodes qui allaient faire des enregistrements SQL bruts via PDO entre ces deux bases de données. Autre point aussi important dont on vous a parlé, le MVP. La nouvelle application, on part sur quelque chose de neuf, d'évolutif, de pérenne. Et afin d'aller dans ce sens, on devait aussi nettoyer tout ce qui venait de l'ancienne version. Pas mal d'entités, de propriétés est peut-être devenues obsolètes,
parce que l'usage n'était plus intéressant pour les restaurateurs, ou simplement sur le plan technique, elle n'avait plus lieu d'être. Donc on a vraiment nettoyé pour se concentrer sur des entités propres et qui correspondent vraiment au cœur de métier. Pour illustrer la gestion des erreurs et doublons, je vous montre l'exemple d'un loader simple. Un loader de restaurant, comme vous le voyez, nous avons une classe avec l'utilisation de PDO pour pouvoir charger des données simples. Les 2 points à retenir qui sont importants sur cette slide, c'est tout d'abord le Legacy ID. Alors, Legacy ID, c'est un principe qui nous permet de maintenir en tout temps la synchronisation entre la V2 et la V3. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir retrouver des données importées dans la V3 depuis la V2. Ça, c'est important, et chaque entité aura cette relation qui permettra de retrouver son pendant dans la version ancienne. L'autre point, c'est aussi ce logger dédié entièrement à cette connexion Legacy, afin de vraiment pouvoir identifier les éventuels problèmes qui interviendraient lors du chargement et pouvoir réexécuter le loader si il y en avait besoin, parce qu'on peut le réexécuter. Le Legacy ID nous permet de dédoublonner les données afin qu'on soit sûr de ne pas les réimporter 2 fois. Et il nous permet aussi de réidentifier, retrouver des chargements, des entités qui auraient eu quelques problèmes durant la migration. Vous allez me dire, tout ce travail juste pour un loader comme ça paraît très simple. Mais la réalité, c'est que la plupart de nos loaders correspondent plutôt à ce cas-là. Vous comprenez peut-être pourquoi on s'est passé un peu de doctrine pour se concentrer sur des requêtes brutes, parce qu'il arrive parfois où ce qu'on a côté V2 ne correspond plus du tout à ce qu'on a côté V3. On a peut-être plusieurs bases d'un côté, une seule de l'autre, des entités qui diffèrent, un wording qui a changé, une gestion des time zones différentes, gestion des dates, tout un tas de systèmes qui font qu'on doit avoir des conversions de données. Et on arrive à des requêtes qui sont complexes, qui ont beaucoup de jointures, même parfois l'utilisation de tables temporaires afin de remédier à ce principe-là. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour illustrer que la plupart du temps, dans la réalité, les loaders ressemblent plus à ce genre-là. Une fois qu'on a terminé de développer l'ensemble de ces loaders qui correspondent donc à notre MVP, correspondant vraiment au cœur de métier, eh bien, on s'est rendu compte qu'il fallait à peu près 9 jours pour charger toutes les données dans la V3. 9 jours pendant lesquels finalement le service serait complètement inaccessible. Donc vous imaginez bien que c'est un truc un peu impossible pour la fourchette, puisqu'on n'aurait plus de service du tout pendant ce temps-là. Donc deuxième refactorisation que nous avons effectuée, la migration progressive. Un concept très simple, plutôt que de se focaliser sur l'ensemble des données, on va plutôt en fait s'attarder sur une gestion de client à client. Un client, c'est ni plus ni moins qu'un groupe de restaurants. Il peut y avoir 1, 2, voire 20 restaurants pour les plus grands. Et donc, on va charger ces données par client. On pourra faire ça, admettons, la nuit, selon la time zone du restaurant, selon cette gestion de localisation. Ça représente un temps de chargement d'environ 10 secondes pour les plus petits, jusqu'à 2 minutes pour les plus grands restaurants, les plus grands clients. Donc, c'est quelque chose vraiment qui était vital, en fait, et qu'on n'a pas pu anticiper. Une fois les données chargées complètement, en base, maintenant, on doit, comme on l'a dit, faire continuer de vivre ces 2 applications. Et c'est là qu'intervient le deuxième mécanisme de cette migration, les transformers. Alors, comme Guillaume vous l'a dit, on va devoir mettre à jour la base de données de la V2 directement depuis la V3. C'est la V3 qui va vraiment se charger de maintenir les 2 applications. Alors, lorsqu'un utilisateur utilise l'API de la V3, une requête SQL, à travers l'Entity Manager et la connexion Doctrine, une requête SQL est injectée directement dans la base de données de la V2. Et enfin, l'API peut enregistrer dans sa propre base de données. Un Transformers, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une classe PHP, un service Symfony, branché sur les différents événements Doctrine que vous connaissez sûrement déjà. Persist, remove, update. Et le principal qui nous intéresse, c'est vraiment l'événement flush. C'est au flush, lors de l'enregistrement dans la base de données V3, que seront lancés les transformers. On retrouve différents éléments. Tout d'abord, une entité issue du Legacy Bundle, nous permettant de créer un objet restaurant dans la base de données de la V2. On utilise les différents setters, on lui set ses différentes properties depuis le restaurant que l'on est en train de créer dans la V3. Et avec l'Entity Manager dédié, toujours via le Legacy Bundle, on va pouvoir l'enregistrer dans la base de données distante. C'est plutôt simple. Et à la fin,
on enregistre le Legacy ID pour garder vraiment une synchronisation entre les deux bases de données, la V2 et la V3. Le Legacy ID devient particulièrement intéressant dès qu'on souhaite effectuer une mise à jour d'un objet distant ou une suppression. Toujours avec l'Entity Manager et le repository, du coup, on va pouvoir récupérer l'objet dans la base de données de la V2 en connaissant son identifiant. C'est le Legacy ID qu'on a enregistré dans la base de données de la V3. L'Entity Manager nous permet de l'enregistrer et les deux bases sont synchronisées. Comparé aux loaders, le processus des transformers est vraiment très simple grâce au Legacy Bundle. Alors, une fois que ces transformers sont lancés, je vous ai présenté le cas lorsqu'un utilisateur requête vers l'API de la V3. Mais la V2 également va devoir déclencher ces transformers. Donc pour ça, on va devoir mettre à jour l'application V2, la faire évoluer. Lorsqu'un restaurateur requête ou utilise l'application V2, actuellement, l'application enregistre dans sa propre base de données, ce qui est le cas et c'est tout à fait normal. Premier point, on désactive cet enregistrement. Celui-ci sera remplacé par un appel API à travers la double écriture vers l'API de la V3, un simple appel curl. Par exemple ici, vous pouvez voir pour la création d'un restaurant. Et comme je vous l'ai dit, c'est l'API de la V3 qui va gérer la synchronisation entre les deux bases à travers les transformers. Ça, c'est un exemple qui est bien, qui est simple, mais dès qu'on commence à avoir des données un peu dynamiques, là, ça devient compliqué. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si la V2 souhaite mettre à jour un enregistrement dans la V3? Elle n'en connaît pas son identifiant. Elle connaît que son Legacy ID, sauf que l'entry point est censé être /restaurants/ son ID. Pour ça, on a un petit peu tordu notre API et on a également autorisé d'autres entry points, toujours dans le Legacy Bundle, qui permet depuis la V2 de mettre à jour un enregistrement distant dans la V3 par son Legacy ID. Donc tout ceci conclut la migration continue, les 3 étapes importantes. C'est quelque chose qui nous a pris vraiment beaucoup de temps. Ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet-là. 1 an pendant lesquels nous avons vraiment axé majoritairement le travail sur cet aspect du legacy. 75% du développement a été focalisé sur cet aspect de synchronisation continue entre les autres, entre la V2 et la V3, pour que les deux applications continuent à vivre ensemble pendant peut-être plusieurs années. À côté, les 25% restants, donc ça correspond vraiment plus à l'API elle-même, et c'est en ça aussi où API Platform nous a bien aidé, c'est qu'il nous a permis de nous concentrer sur autre chose que l'API, sur le reste de l'application, afin d'y apporter vraiment des gages de qualité, donc que ce soit par la couverture fonctionnelle, couverture unitaire, et l'ensemble des briques que l'on a apportées sur ce projet-là. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelques conseils de Jedi qu'on peut vous distiller comme ça, après 1 an de développement, c'est de ne pas être trop confiant. La qualité, c'est bien, les tests fonctionnels et unitaires, c'est indispensable, ça vous permet de garantir que l'application tourne, qu'elle fonctionne. Mais avant d'avoir pu tester vraiment dans des conditions réelles sur un volume de données qui correspond vraiment à votre production, on n'a pas vraiment l'idée de ce que ça va représenter, du volume que ça va représenter, du temps de chargement. Donc le conseil qu'on peut vous donner par rapport à ça, c'est justement d'essayer au maximum d'évoluer dans un contexte proche de votre production, afin d'anticiper les problèmes que nous, on a rencontrés, et gagner du temps. Un autre aussi conseil qui peut paraître évident, c'est de vraiment étudier dans l'ensemble votre application existante, que ce soit par bien décrire les schémas de base de données que vous avez, une arborescence aussi de toutes les dépendances qu'il y a dans votre projet, afin vraiment d'anticiper les éventuels problèmes que vous allez avoir et de voir tous les aboutissants de l'application existante pour bien préparer votre V3. Voilà, c'est tout pour cette conférence. Merci de l'avoir suivi. On peut continuer la discussion après les questions sur Twitter avec le compte de la fourchette TheForkTech et le hashtag #MayTheForkBeWithYou. Il y a aussi différents développeurs qui sont dans la salle aujourd'hui, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez continuer à discuter sur le projet. Merci à tous. Merci à tous. N'hésitez pas également à venir nous rejoindre. Les Tilleuls possèdent également un stand à côté. On serait ravis d'écouter vos questions, vos mots d'amour, etc. Et nous organisons également un jeu concours pour gagner des Google Cardboard. On serait également ravis de vous présenter comment fonctionne une coopérative. C'est un mode d'entreprise un peu particulier qui vaut le coup d'œil. Merci. Merci.